Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, tu es aussi un ufologue, si je ne me trompe pas? Pas du tout. Pas du Non, tout? non. D'accord, très bien, autant pour moi. Ceci dit, je salue le t'intéresses? travail Ouais. très désintéressé et finalement très ennuyeux parce que ça demande beaucoup de patience, beaucoup de dépenses d'argent, d'énergie, des ufologues qui ramassent les témoignages, etc. Un peu comme le fait aussi le GEPAN, bien sûr. Ouais. Mais je pense que c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime parce qu'ils font la partie qui est la plus importante du travail et qui est la plus ingrate. Donc c'est ces gens-là qu'il faut applaudir, c'est pas des gens comme toi ou moi qui après analysent ces données et puis tirent leurs hypothèses ou leurs conclusions. Donc j'en profite pour dire que bravo les ufologues, moi je suis pas du tout ufologue, mais je dis bravo messieurs, mesdames, continuez parce que votre travail est dans l'ombre, il est ingrat mais il est essentiel. Alors la première chose, c'est que d'abord comme beaucoup de gens, j'avais vu un ovni, c'était en 1970 pardon, je me promenais avec ma mère et son chien dans une montagne qui s'appelle Lummersberg, qui fait 900 mètres dans les Vosges. Et tout d'un coup, on voit un dôme, c'est les ovnis en dôme, vous savez, vous regardez sur internet les types d'ovnis, il y a cette photo, c'est l'ovni en dôme classique, qui avançait en oscillant, comme le fait ma main ici, et le truc classique, vous voyez sur beaucoup de vidéos authentiques d'ovnis, rien de spécial. Par contre, l'intérêt, c'est que là, j'ai pu savoir qu'il était à peu près à 600-700 mètres de nous, parce qu'il est passé devant le sommet de la montagne. Sinon, il aurait pu être aussi bien à 10 km géant qu'à 1 mètre microscopique. Hein. On ne peut pas évaluer la taille comme ça. Et donc ça, c'était le Et alors, c'était un de ces déclic. ovnis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas du tout une boule de lumière ou des choses comme ça. C'était une coque en aluminium brillante, extrêmement nette, avec simplement une lumière dorée sur l'équateur, vous voyez. D'accord, ouais. Et c'est tout. Et l'engin oscillait comme ça, et tout d'un coup, il s'est un petit peu arrêté. Et il y a eu comme un flash, vous voyez, comme un petit flash photo, et il a disparu. Et alors, ce qui m'a intrigué, bon, moi je me suis douté que c'était les ovnis, parce que même nous, quand on était ados, on entendait parler par des bandes dessinées à l'époque, des ovnis, etc. Donc, mais je n'étais pas intéressé vraiment au truc, je voyais comme tous les jeunes en disant, putain, si c'est vrai, c'est bandant, c'est super, comme dans les... T'avais quel âge à ce moment-là? Les Marvels. En 70, je suis né en 54, donc j'avais... Trentaine d'années peut-être? Non, plus jeune. J'avais 16 ans. 16 ans, d'accord. Et alors, là, ça n'a pas été un choc, je ne peux pas dire que j'ai été sidéré. J'étais déjà d'une génération où quand on avait lu nos petits Marvels et autres, on se disait ouais c'est chouette, c'est peut-être pour de vrai, mais sans plus. Et surtout ce qui m'a intrigué par contre, je me suis dit peut-être que j'ai vu, je sais pas, un ballon ou quelque chose, mais en même temps ça ressemblait pas quand même. Et surtout mon chien était affolé, il hurlait à la mort en étant à plat ventre. J'avais fait pour un ballon. Hein, bon. Et alors, et ce qui m'a intrigué aussi, c'est qu'à peu près 10 minutes après, j'ai vu passer 3 Mirage 3, tout blindé. Dans le même âge. Alors, soit ils faisaient un vol d'entraînement, soit ils essayaient d'intercepter l'éco-radar, c'est possible. Ça, on n'a pas, j'ai jamais pu avoir d'infos là-dessus. Enfin, l'appareil en question, l'objet volant non identifié, n'était plus là. Non, il a disparu. Il a disparu, oui, tout à fait. Il volait lentement, ça suivant une ligne, puis d'un coup, paf, il y a eu un éclair, il n'était plus là. Je pense qu'il a accéléré tout simplement. Et alors, de ce jour-là, je me suis dit, bon, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux ovnis, mais en achetant, à l'époque on n'avait pas internet, on n'en parlait pas à la télé ou à la radio, donc j'ai acheté ces bouquins noirs, là, Lafon, je sais plus quoi, c'était bon. Moi comme j'étais un passionné de physique, ça m'agaçait un peu, parce que les types donnaient des témoignages passionnants, mais les interprétations qu'ils faisaient T'étais plutôt du genre à vouloir c'était avoir triste, parce que la vérification des informations, peut-être avoir des... Que quelqu'un soit pas scientifique, c'est pas un problème. Je veux dire, pour moi, je pense qu'un artiste est beaucoup plus riche quelque part qu'un scientifique, hein, ou que quelqu'un qui aime la physique. On est peut-être des gens un peu étroits finalement, pas très malins finalement. Je vois souvent beaucoup plus d'intelligence chez les artistes que chez les scientifiques. Mais il y a quand même une chose que j'admets pas, c'est que moi, ce que je demande, c'est de l'honnêteté. C'est-à-dire que c'est pas du tout un problème si, par exemple, un ufologue, par exemple, n'a aucune notion scientifique, c'est pas un problème, il peut être un excellent ufologue, mais il faut qu'il demande conseil à des gens. Bien sûr. Alors, évidemment, s'il le demande à des chercheurs en poste, ils ne voudront pas en parler, ils ne veulent pas foutre en l'air leur carrière, se ridiculiser. Mais il peut le demander à des étudiants, ils seront ravis. Il prend des étudiants d'une école d'ingénieur ou autre, qui a une bonne culture en physique, maths sup et tout, il assure. Quoi. Et il pourra lui dire, écoute, tu peux, même si tu ne crois pas aux ovnis, moi, tu vois, j'enquête, je te montre des cas, je te montre les enregistrements des témoins ou s'il y a des traces ou des photos et tu me dis ce que tu en penses, tu me donnes des idées. Quoi. Et ça, il y avait beaucoup d'ufologues à l'époque qui ne le faisaient pas. Maintenant, ils le font, hein, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et moi, ça m'énerve un peu, ce qui fait que je peux dire que c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans une passion pour l'ufologie, parce que j'étais toujours agacé par ce manque de rigueur et en même temps, j'admirais le travail de recueil, de renseignement que ces gens qui est admirable, hein, qui étaient déjà admirables à l'époque. Et alors, après, je suis tombé sur des bouquins en langue anglaise, parce que j'ai une moitié de ma famille qui vit aux États-Unis, donc je leur demandais de m'acheter des bouquins
C'est beaucoup plus complet qu'en France. Et alors là, déjà à l'époque, j'étais au courant de toutes les théories folles qui circulaient pas en France. Les trucs bidons, les fakes, etc. Parce qu'en France, il y avait beaucoup moins de théories folles, à part les montages fake comme les Humites ou les Raéliens, il n'y avait rien. Parce qu'aux États-Unis, ça pullule. Ça pullule, évidemment. Ouais. Les faux abductés, tous ces machins. Alors ça me faisait rigoler, mais par contre, j'avais remarqué que déjà dans les années 70, ils commençaient à parler de whistleblowers, de donneurs d'alerte. Il y en avait déjà des types qui pouvaient prouver qu'ils avaient été des gens dans le complexe militaire industriel ou dans d'autres trucs et qui disaient mais nous on a vu des choses très sérieuses. On nous a demandé évidemment de la fermer comme on dit, et là je me disais il y a quand même peut-être quelque chose de crédible là-dessus. Et c'est là aussi qu'on entendait les premiers échos de gens qui disaient mais nous avons reproduit ces techniques. Nous en faisons aussi. Alors là je me suis dit ça m'intéresse. Parce que les extraterrestres ça peut pas m'intéresser. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais aller plus loin que ce qu'on a vu. Je veux dire, tant qu'un extraterrestre ne vient pas en te disant je vais t'expliquer, je vais répondre à tes questions. On spécule, mais on fait maintenant. On tourne en rond. rond. Alors je me suis dit par contre, quelle est la première étape? Une fois qu'on a établi que sur disons 100 cas, il y a un cas authentique devenu. En 99 cas, on se gourre, c'est normal. Il y a tellement de phénomènes naturels artificiels qu'on peut prendre, tu connais le sujet, mais il y a quand même disons un cas sur 100 qui est un objet matériel, c'est-à-dire qui volant, et qui n'est absolument pas identifié. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est pas un truc naturel à nous, c'est pas un truc artificiel à nous. Là, qu'il soit extraterrestre ou pas, même s'il est très probablement, la partie extraterrestre ne nous intéresse pas, parce qu'on ne peut pas répondre. Tout à fait. On n'aura jamais d'éléments scientifiques. Par contre, on peut se poser des questions sur le moyen de propulsion. Bien sûr. Ça, on a de la prise là-dessus. Ouais. Et donc, je me suis penché là-dessus. D'accord. Alors, on va commencer par le début. Les ovnis. Il y a toute personne qui a étudié le problème a la certitude, au sens de la certitude de la preuve scientifique, que ces engins ont un comportement piloté intelligent. Alors, on peut imaginer que c'est soit des drones pilotés à distance, soit des engins avec des gens dedans. Mais dans les deux cas, peu importe, ils sont pilotés. Il s'agit d'engins artificiels. Et ça, tous les ufologues le disent, mais ils ont raison, c'est une certitude, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas étudié le dossier, je comprends très bien qu'il mette ça en cause, mais quelqu'un qui a étudié le dossier et qui continue à le mettre en cause est malhonnête obligatoirement. Parce qu'il y a des milliers d'éléments de preuve. Ce n'est pas une preuve, ni 100, c'est des milliers. Et là, je prends les cas les plus irréfutables, où il y a des traces au sol, traces hautement radioactives par exemple, qui parfois persistent pendant 10 ans, où rien ne pousse. Tu peux nous citer un exemple, par exemple? Je n'ai pas les trucs de comme Vance, etc. Mais ça, c'est à toi de retrouver. Parce que je te dis, je ne fais pas d'ufologie, donc j'ai lu tous ces rapports. J'ai lu les rapports du GEPAN avec Delis, etc. Ils sont extrêmement sérieux d'ailleurs, les rapports américains, etc. Et bon, là, je renvoie les gens. Tu as un expert bien meilleur que moi dans ce domaine. Mais maintenant, à partir du moment où on sait qu'on a des objets artificiels, on s'en fout de savoir d'où ils viennent. Supposons extraterrestres pour se simplifier la vie, mais c'est pas forcément, qui se propulsent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir d'où ils viennent, puisque je peux pas le savoir. Moi, j'ai beaucoup, comme tout le monde, barboté en ayant plein d'hypothèses. Alors bon, certaines personnes, effectivement, et je les comprends, on dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on aurait dans les choses qu'on maîtrise nous? On pourrait faire de la propulsion lorentzienne, c'est la force de Lorentz, ce qu'on appelait il y a 40 ans la MHD, mais enfin qui ne s'appelle plus comme ça s'appelle la propulsion magnétoplastique ou lorentzienne, c'est le terme scientifique. C'est-à-dire on fait des champs électriques, magnétiques, et puis on accélère de l'air, un gaz, ou n'importe quoi autour, et ça nous permet de tracer en n'ayant pas de banque sonique, donc de choc qui nous freine, etc. Bon, ce serait, pourquoi pas? Il y a des tas de chercheurs, pas seulement M. Petit, mais plein d'autres dans le monde qui ont défendu ça, surtout dans les années 50, au début des années 60. Mais ça ne tenait pas le coup à cause des manœuvres extrêmes. C'est-à-dire que ces manœuvres excluaient ça. Bon, déjà, pour des pilotes, ils auraient été complètement écrabouillés. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais, alors, il y a des gens qui me répondaient, oui, mais tous ces gens qui voient des techniques que nous connaissons assez anciennes, la propulsion lorentzienne, on l'expérimentait déjà au XVIIIe siècle, c'est pas nouveau. Mais les expériences comme ça, de propulsion, de mettre un fluide en mouvement par des champs électromagnétiques, c'est très vieux. Mais le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était que même des matériaux sophistiqués, on n'est pas devant un bloc d'acier, on est devant une machine, il y a des éléments, quels que soient ces éléments. Il est impossible, en point de vue de la loi des physiques, que quand on a une accélération, qui dépasse par exemple les 90 000 G, mesure le radar, ça c'est des choses mesurées. 90 000 G. Oui, parfois même plus, on est allé jusqu'à 200 000 G sur certaines accélérations. On peut penser qu'un corps humain est relativiste. Écrasé là-dedans, on ne survit pas. Non, mais le corps humain c'était déjà exclu, même à 20 G c'est exclu. Oui. Mais non, mais là on parle qu'aucune matière que nous connaissons ne résisterait. Évidemment. Évidemment.
Même que le verre d'acier ne résisterait pas. Ah bah non. Il faut, et encore moins des machines, c'est des assemblages de choses forcément délicates, que supposer. Ouais. Et donc, le problème, c'est que je me disais, déjà là, ça rend très peu probable des hypothèses d'un véhicule qui garde une inertie intacte, qui garde son inertie. Donc, il faut aller chercher dans des directions où on peut, d'une manière ou d'une autre, annuler cette inertie. D'accord ? Et donc, je me suis dit, voyons ce que les relativistes nous proposent. Est-ce qu'il y a une possibilité? Eh bien oui, il y en a. C'est-à-dire que, par exemple, pour certains grands spécialistes en relativité générale, qui sont à des années-lumière au-dessus de nous, c'est le cas de le dire en relativité, on va montrer qu'en dérivant certaines équations de champ d'Einstein, on pouvait établir que, par exemple, un caillou, par exemple un astéroïde, qui serait éjecté à des vitesses de, par exemple, 80% de la vitesse de la lumière, par l'explosion d'une étoile, par exemple, ça peut arriver, hein, ouais. Et supernova ou autre, il y a des cailloux qui se baladent à des vitesses relativistes dans l'univers. Il vaut mieux pas qu'on les rencontre, mais enfin ils se baladent. Je crois que c'est entre des étoiles, donc on n'a pas trop à craindre. Ouais. Et alors, il y avait des spécialistes en relativité, des cosmologues en relativité, qui avaient dit que nos équations montrent qu'il y a un cône d'antigravité devant ce truc. C'est dû à la déformation de la courbure d'espace-temps dans la symbolique relativiste, et qui montre que dans cette zone, il y a une antigravité. Alors ils allaient même plus loin, ils rêvaient, ils disaient si on arrivait là à se mettre devant, on part avec lui. D'accord. Bon, comme pour se mettre devant, il faut déjà aller très loin, ça mettrait beaucoup de temps. Alors, il y a des gens qui ont montré que, par exemple, si on pouvait créer, par exemple, une sorte de pellicule qui coupe l'information quantique, on pourrait le faire. Alors, par exemple, certains ont montré que si on faisait un champ linéaire multifréquence, par exemple avec des lumières cohérentes sur un laser, autour d'un vaisseau sans aucun trou, ce vaisseau serait littéralement isolé de l'univers au point de vue des échanges d'informations. D'accord. Vous savez que la mécanique quantique, c'est surtout une théorie de l'information. On décrit les choses par des échanges de notre vaisseau serait isolé de toutes les lois de la physique. Non, on ne serait pas isolé des lois. Et il serait dans son propre système. Des lois habituelles. Et il n'aurait plus à subir un échange d'informations lui interdisant certaines lois avec l'extérieur. Donc, par exemple, il couperait l'infogravité, par exemple. C'est très simple. Bon. Alors, c'est spéculatif, mais pourquoi pas? On a Alcubierre, ça tout le monde le cite sur Internet, qui avait montré qu'il n'est pas du tout interdit par aussi bien les équations de la relativité générale, enfin spéciale et générale, que par tout un ensemble de conséquences théoriques du modèle standard en mécanique quantique, d'envisager qu'un vaisseau, à condition qu'il dispose d'une énergie suffisante et surtout d'une masse suffisante, par exemple un petit trou noir, ne puisse pas déformer l'espace-temps de façon à faire une vague sur laquelle il se propulse, qui lui autoriserait même peut-être d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'il serait plus soumis à cet interdit absolu de la vitesse de la lumière. Il tricherait en quelque sorte. Ouais. Et alors, tout ça me faisait commencer à me faire dire on a peut-être une possibilité un jour de creuser ça, d'avoir une modélisation théorique satisfaisante pour expliquer ces ovnis. Et puis finalement, le problème c'est que toutes ces théories, aussi bien en mécanique quantique, etc., décrivent bien des possibilités d'antigravité, mais ne nous donnent aucune piste pour le faire pratiquement, ou alors avec des moyens tellement énormes que même l'humanité avec tout son budget ne pourrait pas le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut fabriquer de l'antigravité? Voilà, alors par contre, ce qui m'a attiré, alors ça c'est beaucoup plus tard, j'ai mis beaucoup de temps à découvrir ça, c'est dans les années 80, je me suis aperçu que dans l'histoire, je suis repenché un peu sur l'histoire des sciences, toujours aller voir dans l'histoire des sciences. Et je me suis aperçu qu'il y a plein de petits bricoleurs dans leur coin, qui n'ont aucune science, qui avaient obtenu des effets de réduction de masse et d'inertie. Et ça ne fait aucun doute. Alors les plus récents, on les voit abondamment sur Internet, c'est Hutchison, H-U-T-C-H-I-S-O-N. Alors je précise que plus de 750 physiciens, dont des mandarins, ont été voir son labo dans son appartement, et donc il n'y a aucune tricherie, c'est avéré mais par des centaines de Cette scientifiques. personne est toujours... oui, il est toujours... En quelle année? Il est au Canada, là. Ça, en ce moment. Il a commencé au début des années 80. D'accord, très bien. Ça fait plus de 30 ans qu'il opère dans son appartement. Et on peut laisser des gens... D'ailleurs, parce que lui, il fonctionne de façon empirique. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend il fait des ondes stationnaires, c'est-à-dire qu'on envoie deux ondes de même fréquence qui forment une onde stationnaire. Imaginez le cerceau dans l'eau, l'eau converge, les vagues convergent vers le centre, rebondissent et reviennent sur les vagues qui ont convergé en divergeant. Et si vous le regardez vous avez l'impression que les vagues ne bougent plus, donc le terme d'onde stationnaire. Ça fait penser un peu à la lévitation acoustique, les expériences qui sont menées en laboratoire. Des points communs, oui. Et alors, donc l'intérêt, c'est que des gens, aussi bien comme Tesla que plein d'autres, avaient dit, dès qu'on touche aux ondes stationnaires, on touche en fait à la clé de la matière. Or, il faut savoir que jusqu'en 1904, la physique était très unie. Il n'y avait pas de plusieurs théories incompatibles. On avait une théorie cohérente qui
passait par Huygens, qui a décrit les ondes, Descartes et Huygens qui ont décrit les ondes. Ensuite, on a eu Fresnel, Augustin Fresnel. Ensuite, on a eu Maxwell qui s'est occupé de la partie spécifique des ondes électromagnétiques pour les mettre en équation. Ensuite, on a eu Lorentz qui a le premier établi le principe de relativité. Einstein s'est un peu attribué tout seul, enfin il n'était pas le seul, hein, il l'avait fait bien avant lui. Et Poincaré, le frère du président Poincaré, qui est un des plus grands mathématiciens d'histoire et physiciens d'histoire français, qu'on a un peu oublié, qui lui avait fait la première théorie complète de la relativité restreinte. Einstein, après, s'est attribué en rajoutant une interprétation que je trouve magique, mais fondamentalement, et en utilisant les géométries de Minkowski, qui était totalement inutile parce que son directeur de thèse avait connu Riemann et donc il voulait faire plaisir à son directeur de thèse. Mais en fait, il suffisait d'utiliser la géométrie euclidienne. Il n'y avait absolument pas de raison. Les équations standards de la mécanique ondulatoire qu'on utilisait depuis la fin du 19e siècle. Aussi bien Poincaré que Lorentz ont expliqué tous les aspects de la relativité dans un univers euclidien et pas un univers riemannien. Sans aucun problème, et il n'y avait pas de raison de passer à l'extrême complexité des espaces de Minkowski et ensuite des espaces de Riemann en relativité générale. C'était pas la peine, ça fonctionne, mais c'est multiplié par 1000 la complexité, c'est inutile. Et donc, moi je me suis dit, il faut reprendre la physique là où elle était naturelle, elle avait une filiation continue, et on ne se contentait pas de prévoir les effets énergétiques, on expliquait les causes. Or, la relativité n'explique aucune cause, la mécanique quantique non plus. La mécanique quantique, c'est pas grave parce qu'elle n'a pas la prétention de le faire. Pas de problème. Et elle dit elle-même, un jour on expliquera les causes, ce sera peut-être une autre mathématique que celle qu'on utilise. Hein. Ils sont très ouverts là-dessus. C'est pas un problème. Par contre, en relativité, il y a une sorte de religiosité qui nous a beaucoup freinés, je crois. Pourquoi? Parce qu'Einstein était une figure très attachante, c'est un type adorable. C'est un type qui n'a pas cette aridité de beaucoup de scientifiques. C'est un type qui était déjà, un jeune se reconnaîtrait dans le Einstein de 1940 ou 50. Il avait déjà des sweatshirts, des cheveux longs, etc. Et je pense que ça fait beaucoup pour sa légende. C'est un type qui est adorable, mais en même temps, c'est pas parce qu'il est adorable qu'il faut continuer à utiliser un système qui, d'une part, a des interprétations magiques. Parler de courbure d'espace-temps et de choses comme ça, je pense que c'est une interprétation magique. Parce qu'on peut très bien, Lorentz a expliqué ça par la contraction de la matière, pas celle du temps. D'accord? Ouais. Bon, enfin, on va pas rentrer dans ces débats. Donc, moi-même, je me suis donc occupé de toutes ces approches plus anciennes. Je me suis dit, quand une voie est devenue trop compliquée, à des conflits, parce que par exemple, la description de l'atome ne peut pas être décrite par la relativité générale et restreinte, et inversement. C'est pas qu'ils sont faux, ça veut dire simplement qu'il y a eu un divorce quelque part, et on va reprendre avant le divorce, quand le couple était bien uni. Et le couple était bien uni jusqu'en 1904. Lorentz, Poincaré, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, mais bon, ça c'est des figures de proue. Et je me suis aperçu qu'il y a des tas de gens brillants, des physiciens, qui ont suivi cette voie. Simplement, le problème, c'est que ces physiciens n'avaient pas de carrière à défendre. Alors, c'est des gens, par exemple, à mon avis, celui qui a le plus complété tout, qui a au fond retrouvé toutes les variables et les constantes de la physique, relativiste et quantique, à partir simplement des effets Doppler, des équations de Lorentz et de Poincaré. C'est un physicien canadien qui est mort l'an dernier, très âgé, qui s'appelait Lafrenière, mais qui avait plein d'autres chercheurs. Il y a des gens comme Markov, des physiciens officiels d'ailleurs, belges, certains français qui voulaient garder l'anonymat parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème avec leur carrière, ce que je peux comprendre. La physique française est une vieille dame qui est très susceptible, mais qui ont travaillé avec lui. Donc il y a quand même tout un paquet de gens extrêmement brillants qui ont travaillé. Puis Lafrenière était un type qui, n'ayant pas de je crois qu'il enseignait dans une école polytechnique, je me rappelle bien. Donc lui, il n'avait rien à défendre, il s'en foutait complètement. Donc lui, c'est lui qui était la figure officielle en quelque sorte apparente. Et allez voir le site qui s'appelait Glafrenière, Glafreniere, qui explique de A à Z. Alors bon, il y a l'explication de base, mais c'est quand même fait pour des gens qui sont, je dirais, à l'arrivée à un niveau 3e cycle, même si les mathématiques utilisées sont simples, parce que les mathématiques de Lorentz ou de Poincaré sont simples, mais les concepts sont quand même très évolués. Mais on peut s'y attaquer, et c'est les gens qui ne comprennent pas, il met suffisamment d'animation 3D qui leur font comprendre intuitivement un truc. Et alors ça, c'est de la physique pure et dure, qui est même beaucoup moins, d'une certaine manière, fantasque que la relativité. On est dans la mécanique pure, la vraie, hein. C'est inattaquable. Et on s'aperçoit qu'on peut décrire la totalité de la matière sans aucun problème. D'accord.
Aujourd'hui, donc, on a reproduit Et surtout, ouais. l'antigravité sort naturellement. C'est-à-dire qu'on montre, j'explique très simplement, on montre que le problème, bon, je précise qu'il y a une loi en physique, c'est le principe de conservation de l'énergie, que les physiciens appellent le théorème de Noether, qui le décrit, c'est qu'il y a toujours équilibre d'énergie dans l'univers. Tout est équilibré, sinon il pèterait au niveau de l'univers. Donc, tous ceux qui vous disent qu'il y a des violations de la loi de conservation de l'énergie, c'est faux. Vous pouvez être certain à 100% que c'est faux, c'est faux. Le vide, entre guillemets, est un bain d'ondes. C'est pas un éther, il n'y a pas d'éther. L'éther, c'était autre chose, c'était une sorte de matière. Là, on parle d'ondes, simplement. Ces ondes, c'est des poussées, d'accord ? Et ces poussées, effectivement, créent tout un système d'ondes qui est son propre médium, en quelque sorte. Il n'y a pas besoin de trouver la poule ou l'œuf, en fait. Ouais. C'est à la fois l'œuf et la poule, en réalité. Et l'œuf, en créant sa poule, crée en quelque sorte les autres œufs. Voilà. D'accord. Et ça explique le Big Bang. Ouais. Et ça explique l'espace et le temps. L'espace, c'est des ondes stationnaires, ces vibrations fondamentales qui sont à la longueur de Planck, c'est-à-dire 10 puissance 33 mètres, qui est la fréquence la plus élevée qu'on connaisse, et pour cause, c'est celle de l'espace-temps, et qui génèrent après des ondes secondaires de basse fréquence qui forment des électrons, qui eux-mêmes forment la matière et tout le reste. Et donc, la gravité, c'est simplement que les ondes de cet espace-temps sont planes, parce qu'elles viennent de l'infini, de tous les points. Les ondes de la matière, elles sont stationnaires, mais elles émettent aussi des ondes propagatives, tous les champs qu'on connaît, sont des ondes de petit diamètre. Tout petit, c'est très rond. C'est comme les ronds dans l'eau, vous êtes près de la source. Et que, à force, à énergie égale, et force égale, une onde plane, ça tous les acousticiens et les opticiens le savent, une onde plane exerce une pression d'onde légèrement plus élevée qu'une onde courbe. Et à force égale, donc on ne viole pas le théorème de Noether. Cette petite différence, c'est pour ça que la force de gravité nous paraît si petite par rapport aux autres. Tous les physiciens te diront ça, la force de gravité, elle est bien faible. Vous vous demandez pourquoi. Là voilà, petite différence de pression. Et que donc, si on peut augmenter d'une manière ou d'une autre la contre-pression de la matière, que ce soit une partie ou un objet, on a ce qu'on appelle l'antigravité. C'est très simple en fait. Donc cette antigravité, aujourd'hui, elle est acquise, Eh bien, bon, maîtrisée. Et en On tout s'en cas sert. maîtrisé par d'autres que nous, ça c'est certain, puisqu'on Ouais. voit des ovnis. Mais je parle par nous. Alors, il se trouve qu'il y a des tas de chercheurs empiriques, des types qui étaient probablement des nouilles en physique, qui ont fait des montages empiriques. On cherche et puis ça bidouille et ça marche comme un chisel. Et ça marche très bien. Et alors, moi je pense que s'il y a des petits mecs comme toi ou moi, là, d'autres qui ont fait de la bidouille dans leur cuisine et que ça marche, je me doute que l'armée, elle, a dit si des connards comme ça font de la bidouille, nous les gros avec nos milliards de dollars, on va le faire aussi. Bon. Tu penses qu'on est allé sur Mars ou semble pas évident. alors? On est déjà allé sur Mars ou pas, Jean-Marc? Alors, si on en croit les whistleblowers, c'est-à-dire les donneurs d'alerte, mais attention, on parle de ceux qui étaient à la conférence de Washington de 99, des généraux 3 étoiles de l'US Air Force, on ne parle pas de n'importe qui. Quand il y a des mecs comme ça qui te disent nous avons fait nos premiers atterrissages sur la Lune en 58, notre premier atterrissage sur Mars Attends, en 58, 62. tu veux dire 11 années avant la date officielle? Oui, en 62, avec des engins antigravitationnels, c'est-à-dire qui vont à Ah, vitesse en plus. relativiste. C'est-à-dire, imagine des engins où tu fais Terre-Mars en moins de 30 minutes. Mais alors, D'accord? Apollo, tout ça? Par exemple, à 80 ou 90% de la vitesse de la lumière. Donc tu remets en cause l'atterrissage officiel du 21 juillet 69. Moi, je ne remets rien en cause. Je dis simplement qu'on a des whistleblowers très sérieux, d'autres indices, certains ont trouvé des indices documentaires, etc., des recoupements, qui semblent montrer que ça n'est pas forcément impossible. Ou ces types disent tous des conneries. Mais alors pourquoi vous voulez que des gens qui risquent leur vie, ils le disent, certains ont été réellement menacés, on peut le prouver, et pris des risques pour une gloriole qui me paraîtrait bien éphémère s'ils finissent mal, auraient pris ce risque pour ça. Ça me paraît idiot. Alors, moi, je ne dis pas que c'est une preuve, je dis simplement, dans ces cas-là, on fait des enquêtes sérieuses pour beaucoup moins que ça. C'est ce qu'on appelle des indices convergents qui méritent une enquête sérieuse. Voilà. Bon, moi ça me donne un peu le vertige, tout ce que Mais tu pourquoi, racontes. non Ça remet, non, ça remet, je pense pour moi et pour les gens qui sont novices dans tout ça, ça veut dire que là, avec tout ce que tu es en train de nous dire, on pourrait penser que finalement l'homme a déjà été bien au-delà de notre système solaire avec une telle Tout est maîtrise possible, de ça technologie. fallait qu'il l'a fait, mais tout est possible. Tout est possible. Et alors ce qui est très, très intéressant, c'est que, par exemple, beaucoup d'astronautes, par exemple, qui sont tenus au secret militaire, Tu peux nous donner un nom, par exemple? tous, que ce soit Mitchell, que ce soit Armstrong, etc., Ouais. ont tous à demi-mot dit qu'ils avaient rencontré des véhicules extraterrestres, et certains ont même fait des allusions en disant certains étaient peut-être des nôtres en fait. Bon. Et ils ne le disaient pas clairement, c'est toujours en off, par des allusions indirectes. Ouais. Moi je me souviens que j'ai
c'est des cousinages, mais tellement lointains, qui s'appelait Russell Schweikart, Rusty Schweikart, qui essayait de l'EM lors de l'Apollo. Il n'a pas été sur la Lune ni autour, il a seulement fait les essais en orbite terrestre. C'est moins expliqué, mais il faisait partie de tout le groupe des mecs d'Apollo. Et c'est un petit astronaute du programme Apollo. Les plus gros, c'est ceux qui ont été sur la Lune, évidemment. D'accord. Mais ceci dit, il était dans le staff, comme on dit. Hein. Et alors lui, comme c'est un très lointain cousin, il se trouve dans les années 70, il avait fait une réunion en Alsace, il avait été invité, évidemment. Alors il y avait tous les cousins, arrière-cousins, etc., des patelins alsaciens de sa famille, qui étaient d'origine alsacienne avant de s'installer aux États-Unis. Et il y avait un grand dîner qu'on avait fait pour restaurant Alsaco. Et alors moi, quand je parlais l'anglais, beaucoup venaient de la campagne, ne parlaient pas bien l'anglais. Alors moi, j'en ai profité pour un peu discuter avec lui. Et je lui ai dit, écoute, c'était 3 ans après la fin du programme Apollo. Je lui ai dit, écoute, on va pas se le cacher, les 3 derniers vols, ils avaient construit des fusées. Les fusées, ça leur coûtait beaucoup plus cher d'avoir fait le vol. Donc ne dis pas que c'était pour des questions de pognon qu'ils n'ont pas fait le vol, ça coûtait plus cher d'arrêter que de ne pas les utiliser. Puisqu'on avait payé tout le monde, tout était payé, alors autant les utiliser. Alors j'ai dit, moi l'histoire, on n'avait plus de fric pour ça, c'est une foutaise. Je crois pas, Et alors lui, il m'a dit, écoute, tu sais très bien que je suis un militaire, la plupart des astronautes Apollo, presque pas tous, mais presque tous étaient des militaires gradés, de la Navy, de Air Force, etc. Donc ils avaient un serment à la nation qui était sacré, ils n'allaient rien révéler, cela il ne faut pas compter. Alors il m'a dit, tu dis bien que j'ai rien à te dire, surtout un type comme toi. Et de toute façon, je respecte mon serment. Alors je lui ai dit, écoute, je te demande pas de trahir ton serment et de toute façon tu ne le ferais pas. Mais je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire simplement, comme on dit, donner un indice sans rien trahir. Et il a donné une phrase que je trouve extraordinaire. Et j'ai découvert récemment que d'autres astronautes avaient fait la même chose. C'est une phrase extraordinaire. Il m'a dit, we weren't welcome. Nous n'étions pas les bienvenus. Il ne m'a rien dit, il n'a rien trahi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il nous a tout dit, en fait, dans cette phrase. On peut l'interpréter comme on veut, parce que quand on dit nous n'étions pas les bienvenus, alors évidemment, les gens les plus hostiles à toute théorie d'extraterrestre ou de quoi que ce soit, d'aliens, diraient « Oui, mais mon pauvre Jean-Marc, tu rêves encore, tu prends tes désirs pour des réalités, le type, il t'a certes dit ça, mais ça peut dire que peut-être qu'il y avait tellement de radiation sur la Lune qu'avec nos technologies, nous n'étions pas les bienvenus, sous-entendu, les conditions sont tellement hostiles sur la Lune, la gravité n'est pas suffisante pour qu'on ne perde pas son calcium, on pourra imaginer ce qu'on veut. Peut-être qu'il a voulu dire ça. Mais moi, je pense qu'il a voulu dire surtout, nous n'étions pas les bienvenus, sous-entendu, il y avait du monde. Il y avait peut-être pas envie. Et alors, les gens vont dire, ah oui, ça veut dire qu'il y a plein d'extraterrestres qui sont absolument méchants et qui nous disent, tirez-vous les primitifs. Pas du tout. C'est une interprétation qu'on peut faire. Mais on peut aussi faire une troisième interprétation. Je vous rappelle, première interprétation, les conditions naturelles sont tellement hostiles qu'on n'est pas les bienvenus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y rester. D'accord ? Deuxième interprétation, il y a des gens extraterrestres qui n'ont pas envie qu'on reste. Troisième interprétation, tu as des gens terrestres qui se sont déjà installés et qui n'ont pas du tout envie que des techno-primitifs de la NASA viennent les emmerder. D'accord ? Par exemple, des militaires. Voilà. C'est les 3 interprétations qu'on peut faire. Alors, je ne dis pas que la mienne est la bonne. Moi, mon interprétation, c'est l'armée américaine ou plusieurs armées, ça peut être peut-être tout l'OTAN, je ne sais rien. Mais en tout cas, des forces de type militaro-industriel sont déjà installées là, avec des technologies antigravitationnelles, et ils n'avaient pas du tout envie qu'un espace civil, plus tard commercial, d'abord étatique et commercial après, aille éventer le gâteau, quoi. Voilà. C'est mon hypothèse, mais ça n'engage que moi. J'ai peut-être totalement tort. Mais moi, à force d'avoir vu comment ça se passe dans ces milieux, tout le monde le connaît, je dis ça ne m'étonnerait pas. Mais j'ai peut-être tout tort. Pour les sites parlant d'armes secrètes américaines, je pense que le projet Disclosure, Project Disclosure, ça veut dire projet de dévoilement, de révélation. Project Disclosure est intéressant parce que Project Disclosure ne prend que des gens qui ont un passé très élevé dans l'armée, dans la science, et on a tracé leur curriculum. D'accord. Alors ces gens peuvent dire des conneries, et c'est peut-être même des gens qui veulent nous désinformer, sait-on jamais. Tout est possible en matière de géopolitique, de trucs militaires, etc. Tout est possible. Mais en même temps, quand on voit les risques qu'ils ont pris, les inconvénients qu'ils ont eu après, et les postes élevés qu'ils ont. Avant, je disais pourquoi ils sont masochistes, je sais pas, mais pour moi, il y a un accent de vérité, surtout que ces sites Project Disclosure, Disclosure Project plutôt, ils te mettent les vidéos de toutes ces conférences faites à la Maison de la Presse de Washington. Et tu vois que ces types sont sincères. Ou alors c'est des acteurs fabuleux. Il faut leur faire une carrière dans Hollywood. Voilà. Merci Jean-Marc, encore une fois de plus. On espère. À bientôt. Au revoir.